Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bonjour, bienvenue au 13e étage. Je suis Jean-Philippe Jalbert, je suis votre animateur, entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cet épisode avec Christiane Van Bolhuis. Comment ça va, Christiane? Bonjour Jean-Philippe, ça va bien toi? Ça va super bien. Avant de présenter notre invité aujourd'hui, on va parler de différents sujets qu'on aborde très peu souvent en immobilier. On va parler de marché dispensé, de comment solliciter des fonds, des différents aspects de l'entrepreneuriat, la santé combinée avec le travail, l'importance d'être en santé en tant qu'entrepreneur. Et on va parler de ça avec Alexandre Galasso aujourd'hui, qui est notre invité. Alexandre, qui est représentant de courtier en marché dispensé et épargne collective chez Whitehaven. Salut Alex, comment ça va? Salut JP, ça va bien? Merci pour l'invitation, toujours le fun de se voir. Yes. Donc, Alex, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu tout d'abord, c'est quoi un représentant de courtier en marché dispensé? Parce que pour bien des gens, ça doit dire absolument rien. Donc, explique-moi un petit peu c'est quoi ton travail, puis on ira après ça sur le parcours. Oui, bien définitivement. Au niveau des investissements, c'est un monde qui est très large. Il y a plusieurs rôles, plusieurs permis, donc c'est sûr que ça devient mélangeant. Au niveau du marché dispensé et l'épargne collective, c'est surtout du côté individuel. Donc, on parle de la retraite, REER, CELI, c'est des portefeuilles déjà clés en main avec des gestionnaires de portefeuille. C'est souvent des grandes firmes connues. On voit les affiches le long de l'autoroute. Là. Donc, c'est travailler avec une équipe qui a des analystes de portefeuille. Souvent, ça va être des CFA, etc. Et mon rôle, c'est parmi tout ce marché-là, trouver qu'est-ce qui va aller mieux avec le client. Puis du côté de marché dispensé, ça, c'est la portion un peu moins connue qui est des fonds, souvent on va dire des fonds privés. Mais le vrai terme, c'est dispensé. C'est tout simplement qu'on n'a pas toute la lourdeur administrative d'un prospectus conventionnel et qu'on n'est pas sur un marché public comme à la bourse. Donc, il n'y a pas de marché. Tu ne peux pas revendre du marché dispensé. Les clients sont les derniers détenteurs du produit. Excellent. Puis, on va en parler un peu en détail plus tard, là, parce sinon on pourrait faire quasiment une demi-heure là-dessus, mais j'ai goût que tu me parles de ton parcours. Les gens qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, ça ressemble à quoi ton parcours d'entrepreneur, ton parcours d'éducation? Donc, ça a été quand même ça n'a pas été un chemin droit. Non, il y a eu des changements. Je pense que c'est le fun de pouvoir évoluer dans tous les domaines. À la base, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça gosser, sur des patentes, faire des affaires. J'ai été autodidacte très tôt, avant Internet. Je suis encore dans cette génération-là. Donc, ça a été le fun. Mais j'ai évolué dans un domaine qui était plus axé vers l'ingénierie. Donc, j'étais en génie mécanique, fait différents jobs pour des grosses compagnies en aéronautique, en ferrovie et tout ça. Puis, il me manquait quelque chose. C'était dur à dire. J'aimais ça, mon travail, j'aimais ça où est-ce que j'allais, mais je voulais faire ma propre chose. Puis, dans ce domaine-là, être le prochain SNC-Lavalin ou être le prochain saut, la marche était peut-être un peu trop haute pour moi. Et dans cette période de questionnement-là, c'est tellement cocasse. Ma mère arrive et dit « Alexandre, tu commences à travailler tout ça, tu devrais t'occuper de ton futur, ta retraite. Mon conseiller, il vient chez nous. J'aimerais ça que tu viennes. » Puis ça a été vraiment ce qui a déclenché mon intérêt là-dedans. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, des choses, puis j'avais pas été impressionné. C'est peut-être ça un peu qui a parti le tout. Je me suis renseigné, j'ai lu là-dessus, puis finalement, je vais le faire pour moi-même. Puis pendant un certain temps, je faisais juste m'occuper de mes affaires. Puis quand j'ai vu vraiment que je pouvais transposer ça vers une carrière, ben là, j'ai fait un changement. C'est des graphiques, c'est des tableaux, c'est de la planification, ça bouge. Mais ça a été quand même déchirant parce que j'aimais ce que je faisais. Il y en a beaucoup qui détestent puis qui partent, puis c'est comme la liberté. Là. Mais moi, j'aimais ce que je faisais. J'étais juste comme plafonné. Puis je voulais changer sans recommencer nécessairement à zéro. C'était tout un move. Quand tu as commencé en service financier, est-ce que tu es partie toute seule ou est-ce que tu t'es alliée de d'autres conseillers? Est-ce que tu as eu un mentor? Comment ça s'est fait, ton processus? Quand je suis parti, c'était dans... En fait, j'avais été sollicité en même temps. Ça s'est passé très rapidement. Des fois, quand on cherche
le contexte devient favorable. Donc, c'était pour une bannière qui est in-house, c'était du captif, faisait de la formation. Donc, j'étais encadré là-dedans. Autant au niveau après ça, parce qu'il faut aller chercher les permis quand même, là, au niveau des connaissances et tout ça. Donc, les stages, tout avait été fait. Et puis, j'étais tout seul. Puis après ça, dans ce temps-là, le modèle d'affaires, c'était de bâtir une équipe, etc. Puis à un moment donné, j'avais décroché de ça. Et c'est là que j'ai été vraiment dans le courtage, où là, je m'occupais de mes affaires. Et une dizaine d'années plus tard, j'ai croisé des conseillers avec lesquels je m'entendais vraiment bien. Puis là, on serait comme refait une petite équipe. Puis c'est comme ça depuis les 5-6 dernières années. Là, puis c'est le fun. C'est pas trop pour dire tu perds le contrôle, tu sais plus qui fait quoi. Je pense qu'on est très proche, autant de nos clients que nos employés puis les reps qui travaillent ensemble. Fait que c'est une atmosphère à fun. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est content tous les jours de se lever et de le faire quand même. C'est intéressant, j'aime ça. Quand on parlait de Whitehaven un peu, je vais aller là-dessus. Ça fait combien de temps que ça existe? Tu dis que ça fait 5 ans. Est-ce que ça existait avant ou c'est vraiment vous qui comme êtes rentré dans cette bannière-là? Ou Dans les tout débuts, ils ont fêté leur 5e anniversaire. Le party de Noël, donc il y a 2 ans. Donc, c'est la 6e année cette année. Je suis rentré dans la première année. Donc, je ne l'ai pas fondé. Les fondateurs, en fait, avaient beaucoup le penché marché dispensé. C'est ça qui a fait qu'ils ont parti ça ici. C'était un comptable CPA, CFA qui faisait des fusions-acquisitions et il y a beaucoup de plein de petites transactions qui se faisaient dans le Canada anglais, dans l'Ouest, mais pas au Québec. Et puis, les grosses barrières, surtout, étaient au niveau du langage. Tu as besoin d'avoir les contrats en français pour être au Québec. Puis, c'était un petit pourcentage de l'argent du Canada au complet. Donc, personne ne le faisait. Puis, c'était pas à faire ici. Donc, ils ont vraiment naturalisé tout le processus, amené ça au détail au Québec. Je pense que ça a été dans les premiers qui ont fait ça. Le marché dispensé, c'est très, très Far West. Tu sais, quand on regarde là-dessus, il y a de tout. Et puis, je fais souvent des parallèles avec le côté technique parce que c'est ma déformation professionnelle, mais les documents, les processus, c'est pas un gage de qualité. C'est quand tu voyais des usines marquées ISO 9001, 9002, c'était la grosse affaire, mais c'est dans ton processus, tu fais des bateaux, puis il faut que tu fasses des trous dans le coque. Mais c'est marqué dedans, c'est correct, dans le processus, tu vas le faire, mais ton bateau, il va couler. Donc, la certification n'est pas un gage de la qualité. Alors, là, c'est la même chose. L'AMF encore le marché dispensé à toutes les étapes, mais le fait que tu aies tes documents et que tout est légal, c'est pas un gage de qualité. Tu peux très bien dire dans ton document, je vais me verser un salaire de 600 000 par année, je vais chercher dans ma cour si j'ai de l'or, si j'en ai pas, ben désolé tout le monde, vous avez perdu votre argent, puis il n'y aura aucun recours parce que c'était marqué. Mais on s'entend que c'est pire investissement. Donc, c'est très difficile, je pense, de trouver des opportunités. Puis, ce que j'aimais chez Whitehaven, c'est qu'il y avait une équipe vraiment dédiée pour toute la due diligence, puis écoute, ils doivent refuser 95 à 99% des opportunités qui se présentent. Les gens, je pense que c'est les entrepreneurs, t'en parlais tantôt, tout le monde cherche du capital. Alors, tu vas voir tes amis, ta famille, après ça, tu vas voir la banque, puis après ça, quand tu n'as pas d'autre place, mais tu vas voir dans le courtage. Donc, c'est une façon de lever des capitaux, mais c'est encadré, c'est réglementé, puis il faut faire attention quand même. Tu m'amènes à une question que par rapport à ce que tu dis, puis je trouve ça quand même intéressant, l'histoire de la coque de bateau. Là, c'est un peu l'image est quand même forte, ouais. Mais est-ce que tu dirais que c'est plus, mettons, les bureaux de courtage qui doivent faire leur due diligence ou vraiment l'AMF vient mettre de la diligence là-dedans ou l'AMF dit plutôt voici le processus, vous devez vous conformer à ça, mais dans le fond, ils vont jamais se prononcer sur la qualité d'une transaction. T'as 56 disclaimers là, qui disent tu peux perdre tout ton argent, c'est écrit noir sur blanc, les clients doivent signer partout. Donc, eux autres, qu'un produit soit éligible, ne leur engage absolument rien dans la qualité. Donc, c'est pour ça, oui, le courtier, c'est important. C'est une petite industrie, puis dans l'association là, qui est le PCMA, le Private Market Capital Association, il y a beaucoup de lobbying pour essayer d'amener les cabinets à se responsabiliser par rapport à ça. Ça partit dans le Canada anglais, puis dans le Canada anglais, il y a eu beaucoup d'abus. Les gens, ils vendaient ça un petit peu. Regarde, voici, là, j'ai 5 deals. Alors, on met un peu d'argent dans chaque. Il y en a qui ne marcheront pas, il y en a qui vont marcher. Puis ceux qui vont marcher, bien, ça va compenser pour les autres. C'était ça. Ça a été ça pendant longtemps. Alors, tout était correct, tout était légal, tout était conforme, mais les gens n'ont pas des belles expériences. Donc, je pense que c'est d'arriver à un contexte qui fait en sorte que la firme qui veut commencer à distribuer quelque chose, mais c'est parce qu'elle
elle y croit pas juste pour l'aspect de lever des capitaux, mais elle croit que ça va fonctionner, puis elle a fait le travail en arrière pour les bonnes raisons. Là. Je pense qu'il y a aussi la notion de responsabilité partagée, tant au niveau de l'industrie, de l'autorité des marchés financiers, des cabinets, des courtiers, mais aussi des clients, de faire leurs devoirs et leurs leçons, de lire la documentation, faire leurs recherches, s'informer, bien s'entourer de professionnels, puis de poser les bonnes questions aussi, puis de pas nécessairement investir dans n'importe quoi. Oui, tout à fait. Les clients ont tendance à faire confiance à leurs représentants et ça, c'est un couteau à deux tranchants. Et donc, ça facilite beaucoup de choses quand le climat est bon, quand tout va bien, mais ça ouvre la porte à certaines situations, justement, où les gens ne lisent pas. Et ça, c'est dans tous les types d'investissements, qu'on parle des fonds, qu'on parle des actions. Je pense pas que les clients ils lisent les prospectus et les assemblées annuelles des actions qu'ils ont dans leur portefeuille. Et voyons, on lit ça de manière détaillée, avec attention et excitation. Tu parles de la brique de 50 pages, là, ça? Oui, donc, notre rôle là-dedans, je pense, au niveau de représentants, c'est d'arriver à amener les clients à en comprendre assez pour qu'il y ait un niveau de confort qui ne vienne pas juste de la confiance aveugle. Je déteste quand quelqu'un va venir dire « Ah, vas-y, fais-le, je te fais confiance. » Merci, mais non, je peux pas parce que faut que tu aies un minimum de compréhension pour voir dans quoi tu t'embarques parce que c'est énormément de choses. Tu en parlais, les briques, les prospectus, c'est des centaines et des centaines de pages. Une notice d'offre qui est dans le marché dispensé va être peut-être 80 pages. Donc, c'est light, mais c'est quand même énorme. Tout à fait. Puis tantôt, quand tu parlais de... Ça m'a amené un point quand Christian a parlé de responsabilité, mais moi, en fait, ce que tu disais un peu, c'est que le marché dispensé, quand tu parlais du Far West, c'est que dans le fond, tu peux... c'est spécifié que c'est des investissements risqués parce qu'on investit dans le privé, on investit dans des gens qui ont besoin qui ont un capital de risque qui est peut-être un peu plus important. Il y a un mot qui me venait en tête, c'est l'éthique. Puis l'AMF n'est pas capable d'intervenir dans l'éthique. Tu peux dire, gars, tu vas tout perdre, mais ça se peut que je parte avec une partie d'argent parce que moi, je payais à commissionnement sur l'argent que tu as déposé. C'est des capitaux libres. Hein? Fait que les gens ont cette liberté-là d'entrepreneuriat de partir leurs choses et malheureusement, ça peut être bien écrit que je vais prendre ton argent et tu signes ici et c'est ça qui va arriver. Et ils sont pas... Ils font leur travail au niveau de l'encadrement, mais tant qu'il n'y a pas de fraude, les recours sont très faibles. Quand c'est mal géré ou qu'il y a des dépassements de coûts ou des erreurs. Donc, la due diligence est importante, l'éthique aussi. Écoute, moi, ça fait 5 ans que je suis dans ça. C'est relativement nouveau. Puis j'en ai vu des affaires de compagnies qui essaient de venir puis de toutes sortes de façons. Là. Puis, mais regarde, on va faire ça, on va faire ça. Mais... Donc, c'est important. Et je pense que c'est la portion qui est la plus difficile. L'industrie, plus que les clients vont en demander, plus que les compagnies, les offres vont s'y plier. Je pense que ça a été un peu la même chose avec les mouvements de femmes au niveau de position de leadership et d'ordre. On recule il y a quelques années. C'est inconnu aujourd'hui. Tu regardes Microsoft, toutes les grandes compagnies ont des politiques internes et les stocks sont à la hausse pour aussi des raisons d'éthique et je pense, de bon traitement là, overall. Là. Ah, tout à fait. Ça m'amène à la prochaine question. Qu'est-ce qui fait que, mettons, Whitehaven ou ton cabinet se distingue des compétiteurs sur le marché? C'est un cabinet niche. C'est une petite boutique. On n'est pas beaucoup. Puis, on a un lien très proche avec les dirigeants. Fait qu'on est capable de savoir les vraies affaires pour prendre ta ligne. Puis, je pense que c'est un esprit de famille. Beaucoup de gens à l'interne se connaissaient d'avant dans leur haute vie. Puis, nos premiers clients, c'est nos amis, notre famille. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie, puis tout est parti de ce que j'avais de plus proche. Fait que c'est ça, moi, déjà, en partant, je vais être très réticent à amener quelque chose de nouveau à mes clients. C'est parce que la plupart, c'est des amis de la famille. Donc, le lien de confiance, il faut qu'il soit là du côté client, mais il faut qu'il soit là du côté de la firme aussi. Et donc, on regarde tout ce qu'il y en est, puis on fait un certain travail de notre bord aussi. Mais il faut que tout le monde fasse leur travail aussi. La firme, elle fait un premier screening, elle passe au travers, puis après ça, quand on a nos formations, nous autres à l'interne, sur les différents produits, mais on peut parler ensuite à ces dirigeants-là. C'est très proche. T'sais. Donc, le marché dispensé, on va dire 1.0, ce qui se faisait avant, c'était juste une façon pour les grosses compagnies d'en avoir encore plus. C'était des affaires de 50, 100, 200 millions.
c'est pas ça le petit entrepreneur ou le moyen entrepreneur. Donc, les deals qui se font présentement, ça va être des deals entre 5 et 20 millions. La plupart sont partis ici au Québec. C'est des entrepreneurs qui sont partis au Québec. Il y a des chercheurs, il y a du monde dans l'industrie du média, il y a du monde dans l'industrie immobilier. Je pense que tu en connais un. Donc, c'est le fun parce qu'on peut rejoindre ces gens-là tous très proches. Et donc, ça demeure transparent, ça demeure familial. Alors, le lien de confiance est là, mais il est vérifiable puis il continue. On est en continu en discussion avec ces gens-là. Quand les clients ont des questions, ça fait partie du quotidien. Après ça, répondre, ça facilite notre travail beaucoup. Là. Tu parlais des types de projets que vous avez ou des types, dans le fond, d'investissement. Tu dirais, tu vas parler un petit peu, c'est la famille, mais le client type que tu as, ça a l'air de quoi, mettons, comme profil en fait, financier? J'en ai beaucoup. C'est dans des entrepreneurs. La plupart, je pense qu'on attire un peu les gens là, qui nous ressemblent. C'est des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, des travailleurs autonomes. Et puis, ceux qui ne sont pas dans ces domaines-là, c'est parce que c'était des amis de la famille de ces gens-là. Pour se prendre en main, les fonds de pension, on n'en a pas quand on est travailleur autonome. Et il faut se prendre en main. Et malheureusement, même des comptables agréés n'ont pas cette formation-là de comment planifier une retraite ou comment accumuler des sous. Les gouvernements, les écoles, les banques, il n'y a personne vraiment qui fait ça. Donc, ça revient aux individus de se prendre en main, mais ils sont occupés avec leur business, ils sont occupés avec tout le reste. Alors, ça prend du monde comme nous pour vraiment les accompagner là-dedans. T'sais, moi, je juge que je suis partner avec tous mes clients dans ce qu'ils font parce que je m'occupe de tout ça pendant que les autres s'occupent de leur business. Puis ça leur permet de garder le focus. On fait des spot checks de temps en temps. OK, on est rendu là. Accent, ça va bien. OK, on fait ça. Puis ils repartent. Puis autant les bons coups que les mauvais coups. L'année passée a été une année vraiment épique. Et puis, il y a eu des gens qui ont eu un chiffre d'affaires qui a augmenté. Ça a créé des opportunités. Il y en a d'autres en restauration ou autre. Là, ça a été plus difficile. Fait qu'il faut être là aussi à ce moment-là pour ces gens-là. Puis on peut comprendre quand on a vécu ces hauts et ces bas-là. Je pense que c'est plus facile après ça de comprendre parce que tu n'apprends pas ça dans les livres. Ah, clairement. Tu as parlé un petit peu de ton début d'entrepreneuriat. J'ai le goût de te demander les problématiques que tu as vécues dans ton parcours d'entrepreneur ou les faiblesses, peut-être les enjeux là, que tu as vécu à travers ton parcours qui était quand même assez varié. Oui, c'est sûr, les premières questions, je reviens de ces familles, amis, tu penses que ça va être les premiers à t'encourager là-dedans, mais c'est pas tout le temps le cas. Dans mon cas, écoute, j'étais jeune quand j'ai commencé ça, donc tu rentres dans un domaine sérieux, financier, cravate, tout ça. Donc, ça a été très difficile de trouver les premiers clients. Je pense que c'est un peu ça partout, mais d'autant plus quand c'est des industries où l'âge moyen est beaucoup plus élevé. Puis toute l'ambiance aussi, je pense, c'est pas à ça que les gens pensent quand on veut voir une business si jeune, mettons. Donc, c'est sûr que ça a été un défi. Et pour ceux qui se lancent en affaires, je pense que trouve les gens qui vont t'encourager puis reste avec eux. Que ce soit ta famille ou non. Ça serait le fun que ce soit ta famille, tes amis proches, mais il y a des chances que ça ne soit pas le cas. Et après ça, c'est d'être capable de faire la distinction entre les deux puis pas détester tes amis parce qu'ils ne t'encouragent pas. C'est des choses qui arrivent. Ma toute première, là, tu me fais penser à quelque chose. J'étais encore en ingénierie. Puis ma toute première petite business, j'avais été à un salon entrepreneurship là, à Montréal. C'était au Palais des Congrès. Là, puis ils sont tous là. Puis ils ont toute la prochaine affaire. Puis c'est des machines distributrices. Puis écoute, tu t'en vas là. C'est génial. Tout le monde mange des chips, des barres de chocolat. Il y en a. Puis je visitais beaucoup d'usines avec mon travail, des sous-traitants, etc. Puis j'ai envoyé tout le temps. Je disais, c'est parfait. On part là-dedans. Puis tu as fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc, paye trop cher pour toutes tes affaires. Après ça, ils te poussent pour la vente. Tu t'embarques trop vite, tu es excité, tu rentres dedans. Puis c'est les kitsch typiques de vente poussée, là, un peu comme c'est des franchises, un peu franchises. Oui, c'est des franchises. Fait que tu vois, t'achètes tout est overpriced, tout est dedans. Et tu rentres là-dedans. Puis mon erreur, ça a été qu'après, j'ai commencé à me renseigner plus. Tu sais, quand tu vas, voyons, ça coûte cher. Puis les profits sont pas là. Les territoires sont pas là. Puis c'est une industrie. Dans ce temps-là, c'était tout de l'argent comptant. Là, il y a du monde des fois qui viennent et ils disent, tu peux plus mettre ta machine ici, c'est nous qui mettons la machine. OK,
Alors, tu vois toutes sortes de surprises de ce côté-là. Puis, on était supposé être 3 au départ, moi, ma conjointe et un autre ami. Puis, lui était aux études, il y avait tout le temps du monde. C'est lui qui devait les desservir, les vider, les remplir, tout ça. Puis, à la dernière minute, il a choqué. Fait que c'est des choses qui arrivent. Fait que là, bon, on se retrouve les deux, on travaillait à temps plein. Ça fait que le midi, il avait les affaires dans l'auto, allait remplir les affaires. Puis, ça a été comme une double vie là, pendant un certain temps. Puis, j'étais capable finalement d'en racheter d'autres. Il y en avait qui en vendaient sur Kijiji, qui ont vécu la même affaire que moi. Tu ramasses à moitié prix, j'ai repackagé avec les miennes, j'ai réussi à tout revendre le paquet ensemble à quelqu'un qui était déjà dans l'industrie, qui avait déjà un réseau. Puis, break-even là-dedans. Mais je pense qu'il faut être capable de se retourner rapidement. Je pense que c'est un des gros avantages des entrepreneurs, c'est d'être petit. Des grosses firmes ne peuvent pas du jour au lendemain changer leur direction. Tandis que quand tu es entrepreneur, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux adresser ça tout de suite puis trouver des solutions rapidement. Je pense pas beaucoup plus rapidement qu'une grosse entité, mettons. Ouais, un gros bateau, c'est long à tourner. Une petite chaloupe, ça tourne rapidement. Exact. Tes plus grandes forces, tes plus grands succès dans ta carrière d'entrepreneur, Alex? Écoute, je pense que ce qui m'a aidé, c'était de pas trop réfléchir. dans un sens, d'avoir une certaine inconscience. Oui, parce que je pense que notre plus grand ennemi, je pense, c'est la réflexion. C'est des fois trop penser puis pas agir. Et ça, j'ai dû l'entendre dans tous les cours de vente que j'ai fait par la suite. L'analyse paralyse. Oui, JP, exact. Donc, c'est des atouts que j'ai développés, mais du côté de l'entraînement physique. J'ai fait la préparation pour un triathlon Ironman, puis je peux te dire que ça ne me tentait pas de m'entraîner à tous les jours. Mais à un moment donné, tu enlèves le choix. Il est là, il est dans ton horaire, il est 6 heures, j'embarque sur mon vélo. Et c'est de prendre... C'est sûr, ça ne me tente pas. Je pourrais faire plein d'autres choses. Je suis fatigué, mais je le fais parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est un petit peu la même chose au niveau à faire. Ceux qui sont capables de se donner ça, en fait, c'est de s'enlever le choix. C'est de dire, je me suis dit que j'allais faire ça, je le fais. Et de ne pas se trouver des excuses. On est, je pense, les humains, la meilleure machine à excuses, puis à raison, puis à explication de pourquoi. Donc, non, c'est là, on le fait. Puis, ceux qui réussissent, comme je dis dans mes clients, je le vois, là, ceux qui se lèvent matin après matin, ça a marché, ça n'a pas marché, ils le refont, ils croient, puis boum, ça débloque, ça marche, ou non. Puis il y en a eu qui sont foncés dans le mur royalement, mais ils l'ont fait. Et puis ils ont été jusqu'au bout pour voir vraiment ça prend de la passion pour faire ça. Là. Précision, tu t'es pas juste préparé pour un Ironman, tu y as participé, tu l'as terminé, tu as fait un demi et un complet dans le même été. En fait, ça a été tout un learning experience. C'était un peu ma raison de me remise en forme après avoir eu les enfants. J'avais arrêté toutes sortes de formations physiques quelconques, puis à un moment donné, un souper d'amis, une discussion comme ça. Ah ouais, quelqu'un l'avait fait dans mon entourage, ben moi aussi, je vais le faire, sans vraiment savoir qu'est-ce que c'était. C'est un nom cool. J'avais vu ça en Tremblant, du vélo. J'aime ça, du vélo. Je sais nager, je sais courir, je pense. Là. Donc, encore une fois, c'est toujours un couteau à deux tranchants, pas trop réfléchir là-dedans. Après ça, tu commences à regarder, tu regardes qu'est-ce que c'est réellement, puis tu dis, oh my God, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Mais ça a été... J'ai jamais été en aussi meilleure forme physique de ma vie. Puis l'énergie, je pense, elle est là. Elle se reflète au niveau du travail. Après ça, quand tu as fait ce que tu avais à faire au niveau de ton entraînement, tout ça. Puis, en fait, je voulais juste faire le demi. Et puis, les choses avançaient tellement et c'était déjà tellement exigeant et j'avais pas vraiment plus d'heures pour m'entraîner, même si je voudrais m'entraîner plus. Fait que je disais, c'est ça que j'ai à donner. Les résultats seront ce que c'est. Fait que j'ai rajouté le full dans la même année. Ça, c'était en 2019. Puis, que je suis content de ne pas l'avoir reporté parce que j'aurais pas pu soutenir ce volume d'entraînement pendant un an et demi. Et là, je faisais le demi, puis dans ma tête, le demi, c'était juste comme pour montrer que mon entraînement fonctionnait. Là. Fait que dans ma tête, c'était même pas un événement, c'était plus comme pour tester, voir si ma nutrition fonctionnait, si mon vélo était bien tuné, tout ça. Donc, je disais aux gens, ouais, j'ai fait le demi, puis par après, je réalise que c'est un peu poche pour les gens, mettons, qui visent le demi ou qui n'ont jamais fait quelque chose de gros que de
de dire, oui, c'était juste ma pratique pour le full. T'sais. Mais dans ma tête, c'est parce que ça a toujours été le full, l'objectif. Donc, des fois, la perspective change le tout. Oui, tout à fait. Ce qui devient un objectif devient après ça juste une étape à continuer. Là. Dans tes enjeux, tu m'avais mentionné remettre ma démission de mon poste de rêve. J'ai le goût tu me parles un peu du process de toi. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Mais tu sais, je pense que c'est important de dire, tu as lâché une job que tu aimais. C'était quoi ton process? C'est quoi le mindset que tu avais à ce moment-là de dire, hey, j'ai goût d'avoir un avenir meilleur? C'était quoi les réflexions? Parce que c'est souvent ça. Tu sais, le fait de décrocher, en fait, puis de devenir entrepreneur, c'est souvent un gros step. On est tous un peu passés par là. Puis là, des fois, tu te dis, mais là, je sais pas, je vais-tu y aller, je vais pas y aller. Fait que, tu sais, j'ai goût que tu me parles un peu de ça. Puis c'est un peu l'essence même du podcast de dire, c'est quoi le déclic qui t'a dit, là, c'est assez, je fais d'autres choses? C'est ça, c'est qu'on faut enlever le filet de sûreté. Et ça fait peur parce que on a toute notre zone de confort, on a toutes nos choses. Puis moi, le déclic était que j'avais essayé pendant une couple de mois. Le travail permettait de le faire à temps partiel dans ce temps-là. Et j'avais essayé de garder mon emploi à temps plein en ingénierie. Puis à temps partiel, je me suis dit, je vais bâtir ma clientèle, je vais faire mes choses. Puis à un moment donné, ça va changer. Mais là, certains clients m'appelaient le jour, mais le jour, là, j'étais à mon travail. Je ne pouvais pas répondre. Des fois, j'avais des mandats. Je vais aller sur des chantiers en dehors de la ville. Et c'était devenu à un niveau où c'était plus compatible. Sauf que ma business de services financiers n'était pas du tout assez grosse pour remplacer mes revenus. Quand j'étais sorti de l'école, j'étais sorti avec les mentions. J'avais eu les meilleurs jobs tout en partant. Et c'était quand même un gros step down pour partir là-dedans. J'avais déménagé en condo avec ma conjointe. Elle était aux études encore. Fait que j'étais tout seul à amener tous les revenus. Et c'est des discussions. Dans le salon, on était deux. Fait qu'on a regardé aux deux. Elle dit, fais ce que tu penses. Mais ça a été difficile parce que les gens avec qui j'ai travaillé, c'était du monde vraiment de cœur à mon travail. Donc, ça a été difficile parce que je les laissais tomber en quelque part. J'avais un rôle important avec eux autres aussi. Mais je me suis dit, faut que je le fasse parce que je vais regretter si je le fais pas. C'est ce genre de choses-là que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais tu sais que si tu le fais pas, tu vas le regretter. Alors, je me disais, de le faire puis de me planter, je pourrais toujours retourner dans le domaine. J'ai des excellents skills là-dedans, mais de ne pas le faire, je pense que je le regretterais. Puis c'est ça qui a été vraiment la fin, plus que tout le reste, parce que tu n'as aucune idée vraiment après ça de où ça peut aller. Mais pour dire, on lâche, on y va, ça a été plus de dire, je veux pas, you only live once, je veux pas ne pas l'avoir fait. C'était plus, en fait, de ne pas le faire que de le faire qui a fait en sorte que je l'ai fait. C'est un peu contradictoire, mais j'y pense à haute voix, puis dans le fond, c'était ça le thought process qui est arrivé. C'est malade, tu sais, en fait, je peux pas aller à l'encontre de ça. Moi, je me suis fait tatouer, tu sais, Die with memory, not dreams. Ça en fait dire, c'est des fois le fait de manquer quelque chose, à un moment donné, il n'y a rien qui peut t'enlever ça, tu sais. À un moment donné, si tu l'as pas fait, j'aime mieux, tu sais, vivre avec une mémoire ou un regret de dire que je l'ai pas fait, que je l'ai fait, puis c'était pas ce que j'aimais, que de pas l'avoir fait, tu sais. Fait que je pense que c'est un excellent conseil, en fait, là. Mais la raison pourquoi tu es en affaires, ton big why, mettons, on parle souvent de ça, le pourquoi. J'ai vu que tu me parles de ça. Surtout dans toutes les fameuses formations, ça revient toujours au why. Et ça aussi, ça a changé beaucoup. Quand j'étais plus jeune, pas d'enfants, pas trop de responsabilités. Ton why, je pense qu'on se vend un why. Dans ce temps-là, c'était juste, je m'étais mis des chiffres, je m'étais mis des targets, puis c'était les formations Millionaire Mind, Tony Robbins, tout ça, puis tu aspires à ça, tu sais pas trop. Fait que c'est juste un why de grandeur, mais un peu flou. Puis ça fait en sorte que c'est dur de le faire 7 jours sur 7 non-stop tout le temps, parce que tu te permets certaines choses, parce que tu n'as rien vraiment qui te donne ce fameux push. Je dirais les enfants, pour ceux qui ont des enfants, ils vont peut-être me rejoindre là-dessus, ça change beaucoup parce que tu es obligé après ça de prioriser certaines choses puis de déléguer d'autres choses parce que tout d'un coup, tu as vraiment plus un certain temps que tu avais avant et tu vas faire d'autres choses. Donc, mon why s'est converti un petit peu à est-ce que je voulais être présent? Je voulais être capable de faire quelque chose après ça qui me permettait d'être présent. Quand je suis avec ma famille, je pense à eux autres.
Quand je suis au travail, je pense au travail. T'sais, pendant longtemps, ça a été tout le temps, je me sentais mal parce que je n'étais pas en train de travailler, puis au travail, je me sentais mal parce que je n'étais pas avec. Un sentiment de culpabilité, là. Oui, donc ça a été ça pendant un certain temps. Puis, j'ai été chanceux que quand j'ai eu mes enfants, j'étais déjà à moitié de parcours, on va dire, dans la carrière. Donc, j'ai été capable de ralentir un tout petit peu. Mais les premières années, même, tu connais ma conjointe, au premier accouchement, je travaillais de l'hôpital. J'allais faire des rendez-vous, puis je revenais sur la chaise dormir après, tellement que j'étais dedans. Alors, quand ça s'est arrivé, là, il y a eu des casseurs, puis après ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça. Puis... avec le temps, j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'es développé des trucs ou des mécanismes pour mieux concilier le travail, ton rôle dans ton cabinet, puis ta vie de famille? Là aussi, c'est de s'imposer soi-même des choses. Donc, je me suis mis des limites que je respecte, puis je mets des rendez-vous familiales à même titre que je mettais des rendez-vous d'affaires. Donc, je me tiens de les respecter puis de les faire. Et ça aussi me force à déléguer. J'aime beaucoup faire les choses moi-même. J'ai une fierté au travail que je fais, même dans les petites tâches que n'importe qui pourrait faire. J'aime ça les faire, mais à un moment donné, faut déléguer. Ça m'a aidé et ça se fait par vague, ça se fait par palier. Tout le monde aimerait que ça soit bien smooth, puis c'est l'équilibre, ça va bien, mais c'est pas ça. Ça va vraiment que tu arrives, puis là, tu frappes un mur, je peux plus, ça marche plus. Boum, 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 on délègue, ça marche, puis des fois, ça revient. T'es des mauvais pieds, je pense qu'ils reviennent. Il y a des choses, je pense qu'il y a un travail continu tout le temps. Fait que j'essaie de me souvenir de phrases ou de moments clés des fois que j'ai entendu, soit des clients ou dans des livres ou d'autres personnalités, puis de me ramener là-dessus. Puis c'est un travail constant. Écoute, c'est tellement vrai ce que tu dis, puis je suis convaincue qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont les mêmes enjeux, les mêmes défis, tu sais, puis moi aussi, je les rencontre. Moi, j'ai un post-it sur mon babillard en arrière de mon ordinateur qui dit « Am I the best person to be doing this right now? » Est-ce que je suis la meilleure personne pour faire ça maintenant? Parce que c'est pas nécessairement naturel, puis des fois, tu as absolument raison, faut se le rappeler. Puis, se pratique, veux pas, ça se pratique, ça se développe. Oui. Puis en fait, je trouve ça vraiment intéressant la discussion qu'on a en ce moment parce que déjà, on a déjà quelques épisodes de tournée. Puis c'est un sujet qui revient quasiment à chaque épisode. Puis on dirait que c'est plus présent qu'avant, cette conscience-là ou cette notion-là de concilier travail-famille. Avant, on voyait plus des gens qui étaient un petit peu plus workaholic. J'ai l'impression que c'est peut-être appelé à pas disparaître, là, mais à s'amenuiser, là, se diminuer avec le temps où on veut passer un peu plus de temps de qualité. Puis je trouve ça intéressant qu'on ait cette plateforme-là pour parler de ça. Puis des gens qui font, dans le fond, moi je travaille 200 heures semaine, puis je m'en fous de mes enfants. T'sais. On a eu Guillaume Contant, justement, qui dans son épisode, qui parlait que lui a volontairement pris, on dit une retraite, mais c'est une sabbatique là, pour passer du temps de qualité avec ses enfants. T'sais, de le dire, c'est une chose, mais lui, il l'a réellement fait. Je trouve ça quand même inspirant. Puis des fois, ça amène une notion aussi de dire, dans le fond, si j'ai à mourir dans 3, 4, 5 ans, c'est quoi? Est-ce que mes décisions auraient été différentes? C'est peut-être des fois de profiter un petit peu plus des enfants, de la famille, des choses qu'on aime. Là, parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi l'avenir nous réserve. Je pense que c'est bon de garder ça en tête aussi. L'entrepreneuriat, on est tous là pour faire de l'argent. Je veux dire, il n'y a pas personne qui se part en affaires pour faire de l'argent. Là, on veut bien vivre. On veut s'acheter de la liberté, s'acheter une retraite qui est peut-être un petit peu plus modulée ou plus tôt. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on aborde ce sujet-là encore une fois aujourd'hui avec Christiane, avec Alex. Je pense que ça fait réfléchir. Ça peut faire réfléchir beaucoup de gens aussi là, à travers ça. Là. Tout à fait. Puis je pense que ça va être un défi constant. On est dans une culture de travail. Je suis occupé, j'ai pas de temps. Je pense que c'est inculqué. Et puis si on aurait à mourir dans quelques années, ça m'étonnerait grandement que sur son lit de mort, un entrepreneur dirait « Ah, j'aurais tant aimé ça de travailler plus. » C'est sûr qu'il dirait « J'aurais dû être plus présent. » Donc, non, c'est vrai. Et c'est ça. Donc, je pense que j'espère que ça va changer. C'est très nord-américain. Je suis dedans. Là, fait que, je parle, mais dans le fond, je fais partie du problème aussi. En Europe, j'avais fait un voyage en Italie là, tout de suite après mes études, puis je riais de leur train de vie parce que je trouvais que ça faisait pas de sens. Et je parlais du monde, le gars était plombier et il y avait une année record, il avait fait tout son chiffre d'affaires au mois d'août. Au lieu de continuer puis battre à un nouveau sommet,
il a arrêté de travailler puis a pris le reste de l'année off. Parce que lui, il avait besoin de, je sais pas moi, 40 000 pour vivre. Il avait déjà fait 45 000. Puis il s'est dit, je fais pour l'année. Mais il était dans sa piscine, profitait de sa affaire, buvait du même. Il disait, mais quelle mentalité de lâche. Puis, mais c'était la famille avant. C'était le midi, tout est fermé. Tu te promènes là-bas, il n'y a rien. Tous les magasins sont fermés. Mais tu entends les gens manger à travers les fenêtres, les bruits d'assiette, les bruits de vaisselle. Ils prennent vraiment off pour faire ça. Donc, c'est une autre culture. Puis, je pense que c'est bon de ramener ça. T'sais, l'année passée, cette année, on est tout un peu en mode ralenti. Puis, il y a certains takeaways là-dedans que je pense que je vais garder à long terme. Ça a été imposé, ça a été forcé. Mais je pense qu'en quelque part, comme tu dis, ça ramène un peu tout ça en perspective de voir j'ai-tu vraiment besoin de travailler autant? Parce que je pense que le travail, il n'en manquera jamais. Puis, on peut en faire tout le temps, mais il faut se mettre des limites. Puis ça, je pense que c'est soi-même. Je pense que c'est très difficile que quelqu'un peut t'imposer des limites, surtout en tant qu'entrepreneur. Faut apprendre à se mettre des limites. Puis ça, je pense que c'est pas évident. C'est un combat de tous les jours. Là. Moi, je suis le premier. Là, des fois, je suis comme, OK, là, ça c'est, là, on va calmer les projets un peu. Là. Ben, tu sais, tu dis ça? On est, excusez, là. Ben non, mais c'est des fois. Enregistré, ça faudrait le noter, ça, je pense. Non, mais tu sais, des fois, on est des bébites quand on commence à être créatif. Mais on a toujours des affaires, on a du succès, on veut faire d'autres projets, on fait plein d'affaires. Fait que, je pense que des fois, c'est de faire attention aussi. Là. Puis moi, le premier, là, je lève la main, des fois, là, je suis comme, my God, la machine à idées, elle peut-tu ralentir un peu, là, parce que des fois, c'est un peu cinglé. Ouais, entre 7h30 puis 8h le matin. Oui, exactement. Mais avant d'aller à la pause, Alex, j'ai le goût de te poser une dernière question. Yes. Ça serait quoi les caractéristiques d'un bon entrepreneur pour toi? Ça serait quoi les conseils que tu donnerais à des gens entrepreneurs, soit qui veulent aller en finance, soit qui veulent aller en affaires? On en a discuté un petit peu, mais j'ai le goût que tu me fasses un petit wrap-up peut-être de tes meilleurs conseils avec ton expérience d'entrepreneur. Je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment de faire le tour de la question comme il faut. T'sais, avant de se lancer dedans, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que si tu te fais une idée, c'est sûr que tu vas trouver une information qui valide ton idée. Okay? Donc, c'est pas de chercher ça, mais de chercher aussi les points qui vont contre pour voir vraiment les deux côtés, parce qu'il y a toujours deux côtés à tout, mais c'est trop facile, je pense, juste de mettre des œillères puis d'avancer et d'aller voir des gens qui l'ont fait. Je pense que réellement, puis en toute transparence, je pense réellement que les gens qui ont réussi ont vraiment le goût de partager ça. Moi, quelqu'un me dit comment tu ferais ça, c'est sûr, je vais partager avec. Et je pense que ça se transpose à tous les domaines. J'ai écouté les autres podcasts que tu as fait aussi, puis les gens sont prêts à partager. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander. On ne dérange pas les autres. Ça fait partie de la game. Puis, même si on peut éviter des douleurs à quelqu'un, puis des pitfalls, ça va être les premières choses qu'on va partager. Là, qu'est-ce que tu as fait? Donc, définitivement, de s'entourer de personnes qui l'ont fait et de se renseigner c'est quoi qu'est-ce qui m'attend dedans, puis pas voir les gens comme de la compétition nécessairement. Les entrepreneurs, c'est surprenant à quel point il y a de l'entraide, même dans des domaines identiques. Et donc, le marché est tellement grand que je ne crois pas vraiment que je fais de la business, mais il faut que je te l'enlève à toi. Là. Donc, je pense d'aller voir les autres, puis de se renseigner auprès des gens qui l'ont fait. Parce que l'information, aujourd'hui, je pense qu'on a une orgie d'informations et malheureusement, on peut tomber dans une ligne puis se vendre l'idée de n'importe quoi. Ah, clairement. C'est tellement vrai ce que tu dis, Alex. Puis, je pense que le podcast est une façon de démontrer ça, ce partage-là de culture, d'entrepreneuriat et tout ça. Puis c'est ça le but. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Il ne faut pas avoir peur de demander, de se renseigner puis de bien s'entourer. C'est une belle fenêtre. Puis je suis content qu'on fasse ça aujourd'hui. Puis je suis content que cette technologie-là existe. Je ne suis pas vieux, mais je veux dire, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Là. C'était des modems 14K, on se connaissait. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, l'information, c'était vieux. C'était dans les encyclopédies, dans des dictionnaires. Donc, là, aujourd'hui, l'information est instantanée et haute. Et c'est juste maintenant aussi, je pense qu'il faut être capable de voir les fameuses fake news. Il y en a aussi dans tous les domaines. Donc, c'est d'être capable de discerner et de toujours avoir un petit doute, de rien prendre
pour acquis, poser des questions et si on ne comprend pas ou si on n'est pas d'accord, de ne pas le faire. Je pense. En finissant, tu m'as marqué histoire de pompe-appui. Pompe de haut appui. Ouais. On va donner ça avant qu'on aille à la pause. Ça, c'était dans une des fameuses formations que j'avais faites. Ça m'est resté parce que c'est classique. Donc, c'est 2 fermiers et ils doivent amener de l'eau à leur ferme. Alors, il y en a un, il part tous les matins avec son seau, puis il amène de l'eau à sa ferme. Tandis qu'il y a une pompe à puits qui est juste là. Puis là, on dit, mais pourquoi tu ne fais pas juste la prendre au puits au lieu d'aller à la rivière? Mais il dit, elle ne marche pas. Alors là, l'autre, il commence à pomper, il pompe. Puis pendant ce temps-là, l'autre, il fait des allers-retours, il amène l'eau, puis il nourrit ses animaux, il s'occupe de son jardin, l'autre. Il pompe. Puis, au moment où l'autre avait arrêté, puis décidé qu'il ne marchait pas, que ce soit après, disons, 2 heures ou 3 heures, ben, lui, il a continué. Puis éventuellement, l'eau est sortie. Et après ça, elle n'a jamais arrêté, le jet qui était dedans. Donc, elle était juste beaucoup plus loin que ce que la plupart des gens auraient eu la patience puis le manque de détermination un peu pour se rendre. Donc, je trouvais ça très visuel. Je suis quelqu'un de visuel aussi. Puis cet exemple-là m'est vraiment resté. Puis je peux le voir, le monsieur qui pompe, puis il n'y a rien qui sort, puis tout le monde rit de lui, puis il continue. Puis finalement, quand ça sort, ben là, tiens, c'est lui qui a la richesse là, tout à coup. Là. Le marathon. Dans le fond, dans la vie, là, c'est pas les choses trop vite, trop faciles, trop rapides. Des fois, c'est peut-être pas les meilleures choses nécessairement. Absolument. Merci, Alex, pour ton partage. Déjà la pause. Donc, avant de poursuivre, on va prendre une petite pause. N'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage, sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se voit dans quelques instants. All right. De retour au 13e étage avec Christiane. Comment ça va? JP, La pause s'est bien passée. Oui. Et notre invité, Alexandre Yes. Galasso. Alex, merci beaucoup déjà pour la première partie. Super intéressant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. All right. On va parler de choses qu'on ne parle pas souvent. Marché dispensé, sollicitation d'investisseurs, puis on va aller dans différents sujets plus personnels par la suite. Tout d'abord, tu peux-tu me dire un petit peu comment ça fonctionne, la sollicitation de fonds? On l'a dit tantôt, la plupart des entrepreneurs, que ce soit dans n'importe quel business, en immobilier, on a des ressources limitées. Les capitaux, c'est toujours quelque chose qu'on a besoin. De quelle façon il faut s'y prendre? De quelle façon on est appelé à solliciter ou pas solliciter? Donc, je te laisse aller là-dessus. Tu es l'expert des marchés dispensés. Donc, je pense qu'on va avoir du bon contenu là-dessus. All right. Donc, c'est en effet une marche à franchir, une étape à franchir. Les capitaux, l'argent, c'est avec ça que les entrepreneurs partent. Et il faut faire attention à ne pas dépasser certains plafonds. On peut se parler, trouver quelque chose d'intéressant ensemble, décider d'investir l'affaire. Ensuite, si une de tes sœurs va embarquer avec nous, OK, good. Là, finalement, son ami. Après ça, c'est le travail. C'est quand est-ce que ça devient à l'extérieur du cadre de juste on est des amis et qu'on investit. Donc, c'est pour ça que le marché dispensé est là. C'est pour pouvoir avoir une structure encadrée qui permet de solliciter. Parce que l'erreur, puis des fois, on peut le voir sur des réseaux sociaux, des gens qui vont rechercher des fonds qui s'affichent comme ça, recherche partner, c'est ça. Ça devient de la sollicitation sans permis. Et puis, on l'a vu, surtout dans les derniers temps, l'autorité du marché financier vraiment est très sévère là-dessus. Il y a eu des notaires qui se sont fait prendre, il y a eu toutes sortes d'autres personnes qui faisaient des pools d'investissement. On investit tout ensemble, les gens se connaissent plus ou moins. Et quand c'est 2-3 personnes, c'est pas grave. Mais quand ça prend de l'ampleur, ça devient une question de protection du public. C'est là que l'AMF embarque, c'est là que les réglementations sont là. Donc, au niveau du marché dispensé, je pense que dès que c'est un projet que tu sais qu'il va être d'envergure, aussi mieux tout de suite te renseigner de comment le faire. Parce que c'est pas très, très compliqué, comme je te disais tantôt, c'est juste de la documentation de la paperasse. Puis les courtiers qui distribuent du marché dispensé ont souvent aussi un volet pour accompagner à setuper la paperasse, où ils vont référer à des avocats qui le font. Il y a certaines petites boutiques aussi qui offrent ces services-là. Donc, c'est disponible et au moins, c'est bien fait. Puis ça permet après ça de partir à la guerre puis aller chercher tes capitaux. Tu peux en faire une certaine partie directement,
Mais les plafonds sont différents versus quand tu passes à travers un cabinet. Je t'enverrai une fiche tantôt là, que tu pourras mettre, que les gens voient. Donc, c'est des critères très évidents. C'est des chiffres nommés. Quelqu'un qui est investisseur accrédité, souvent on va dire admissible, qui a une valeur nette d'1 million liquide. Donc, une maison payée, ça compte pas. Ça prend vraiment de l'argent. Dans le compte de banque. Exactement. Cash, REER, CELI, fonds, vraiment qu'ils puissent faire des transactions avec. Sinon, c'est 5 millions en valeur nette, en business. Donc là, l'autorité des marchés financiers juge que ces gens-là sont aptes à prendre leurs propres décisions. Alors, ils peuvent investir dans des produits marchés dispensés. Et là, ensuite, il n'y aura pas de plafond par l'autorité. Après ça, le plafond est la responsabilité du courtier à savoir quand est-ce que c'est, on appelle ça le suitability, quand est-ce que c'est approprié. Parce que le gars, il a 1 million de liquide, mais il ne faut pas mettre 1 million dans un produit, même s'il pourrait. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire, mais là, c'est le rôle, c'est du bon père de famille, le rôle de conseil, le rôle qui vient avec le permis de dire « Attends, fais pas ça ». À même titre que quelqu'un demain peut vendre son fonds de pension et acheter un stock à la bourse ou un n'importe quoi. S'il le fait tout seul, c'est son problème. Mais si un courtier lui dit « Vends tout et achète juste ça », là, c'est la responsabilité du conseiller aussi. Donc, les montants sont différents quand on est accompagné ou non. Mais en gros, l'investisseur qualifié, c'est celui qui est quand même pas mal libre là-dedans. Ensuite, l'autre qui est entre les deux, c'est l'investisseur éligible, on va dire admissible. Donc, lui, il représente peut-être pas mal plus les travailleurs autonomes en commençant. Ils ont un revenu individuel de 75 000 et plus, ou 125 s'ils sont en couple, valeur nette de 400 000. Ça, c'est total. Donc, ça, c'est pas juste liquide. C'est quelqu'un qui peut avoir un peu d'acquis, un peu d'actifs, et là, il peut embarquer dans le marché dispensé. Donc, lui pourrait se faire solliciter par un entrepreneur avec l'exemption du 45-106, là, je vais dire les autres choses tantôt, ouais. Mais à un maximum de 30 000 $ par période de 12 mois. Et c'est son plafond en sollicitation directe. Et avec un courtier, on pourrait aller jusqu'à 100 000 par période de 12 mois. Encore une fois, si ça convient, on a les fameux ratios de concentration à respecter, mais ça permet, quand c'est encadré, on a 3 fois plus de capital pour un entrepreneur. Donc, c'est pour ça l'intérêt, je pense, d'un entrepreneur qui a un projet intéressant. On ne fait pas tout ça pour lever 100 000. Ça prend des projets d'envergure pour le faire. Pour les plus petits projets, en fait, c'est qu'il existe des fonds comme de capitaux déjà existants. Fait que soit tu as juste un petit projet, bien, ils ont déjà toute la structure en place, ils lèvent déjà l'argent, ils ont les investisseurs, et si ton projet fit dans ce qu'eux autres, ils lèvent l'argent pour, bien, ils vont t'emprunter. Tu vas payer un petit peu plus cher parce qu'il y a l'intermédiaire, mais tu n'as pas tous les frais d'avoir fait de la paperasse juridique, les frais légaux, les courtiers. Tout le monde est payé là-dedans quand on travaille. Donc, là, c'est plus cher qu'aller emprunter à la banque. Donc, mais c'est sûr que tu as déjà checké ça avant d'aller voir les autres personnes. C'est parce que tu as déjà fait refuser. Là. Et quand c'est bien fait, ça fait vraiment des beaux success stories. Moi, j'en ai vécu personnellement dedans. Puis c'est le fun, autant au niveau de l'investisseur, parce qu'il se retrouve avec quelque chose de différent. De plus en plus, ça fait les manchettes aussi. Les fonds de pension, la caisse de dépôt, les family office, donc les gestions de patrimoine, ont maintenant une allocation pour les investissements alternatifs. Le fameux 60-40, obligations, actions, ça ne marche plus. Tout le contexte a changé. Donc, je pense qu'il y a une position alternative comme ça, vraiment à sa place dans les portefeuilles pour les investisseurs. Et aussi, ce que ça permet, c'est que ça permet aux entrepreneurs d'avoir accès à d'autres capitaux en plus. Donc, je pense que ça remplit beaucoup de cases. Puis même au niveau du courtier, au niveau des représentants, moi, ça me permet d'offrir quelque chose au client qui va lui donner une expérience d'investissement différente. Vu que ce n'est pas à la bourse, vu que ce n'est pas dans les marchés publics, ça ne fait pas les mêmes fluctuations qu'on voit à la télé ou à autre. Donc, ça offre une certaine expérience différente. Je pense que notre rôle est là aussi. Là, on parle du côté consommateur. On voit que dans le fond, même avec un courtier, c'est quand même réalisable en jeune vie d'entrepreneur d'investir ou de diversifier son portefeuille. De l'autre côté, si je suis un entrepreneur, exemple, j'ai un projet de, 250 portes, puis là, j'ai évidemment un manque de fonds, de quelle façon je dois m'y prendre si j'ai pas des investisseurs qualifiés qui sont prêts à apporter 1, 2, 3 millions parce qu'ils sont qualifiés, peuvent investir le montant qu'ils veulent, puis je veux monter une structure avec un courtier en marché dispensé. De quelle façon ça fonctionne?
Ça peut avoir l'air de quoi comme coût approximatif monter une structure, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent, ils disent, OK, mettons que je veux le faire de la bonne manière, parce qu'on en voit pas mal de la mauvaise manière. Ouais. Là. On veut le montrer à le faire de la bonne manière. On s'y prend comment? C'est quoi les étapes? Puis ça peut représenter quoi comme coût? Évidemment, là, tu vas me dire que ça dépend, là, puis moi, je dis tout le temps ça aussi, mais mettons, un ordre d'idée de à peu près, ça peut représenter quoi? Parce que on le sait un petit peu, on en a déjà eu cette discussion-là auparavant off-mic, puis c'est pas si coûteux que ça quand on regarde la grosseur des projets. Des fois, les gens s'arrêtent et pensent que ça va coûter des millions monter ça. J'ai le goût de t'entendre un peu sur le processus, puis un ordre d'idée là, au niveau de bâtir la structure avec les professionnels. Donc, il y a vraiment 2 types, je te dirais, différents de montage financier possible. Ceux qu'on va retrouver pour l'immobilier, je pense que va te rejoindre un peu plus, ça ressemble à un taux d'intérêt. Il y a les prêteurs privés qui vont prêter du 12, 15, 18, 20 %, ça va dépendre des garanties, ça va dépendre des autres choses. C'est un petit peu la même chose du côté du marché dispensier, c'est qu'il faut arriver à un chiffre qui est intéressant pour les investisseurs, mais qui permet aussi au projet de fonctionner. L'investisseur ne prendra pas le risque d'investir dans un projet pour aller faire 3 %. Alors, c'est sûr que du côté de l'entrepreneur aussi, il faut qu'il s'attende. Si je reviens à l'immobilier, ça a des taux qui ressemblent à un prêteur privé. Entre le coût de financement, mettre en place tous les documents, faire un petit peu de reporting quand même à chaque année de comptabilité. All-in, ça se trouvait aux alentours de 15 % si tu veux donner du 10, mettons, aux investisseurs pour avoir quand même un bon... Ouais. Pour faire bouger l'argent, il faut que tu les attires. Les investisseurs aussi, il faut que ça justifie le mouvement. Mais dans une structure comme ça, l'investisseur va avoir beaucoup plus de collatéraux que s'il prêtait sur un immeuble tout seul. Qu'il prend tout son REER, tout son placement pour faire un prêt, ou il rentre dans un pool de marché dispensé à rendement égal. Il y a toute la structure qui va en arrière, les vérifications. Puis quand c'est bien fait, comme je dis, tout le monde gagne là-dedans. Ça fait des belles expériences. Pour les plus petits entrepreneurs, qu'eux autres, c'est plus partage de profit. Il y en a qui se disent, regarde, je préfère la donner upside à la fin. C'est possible. C'est souvent des plus petits deals qui sont faits comme ça. Parce qu'à ce moment-là, la documentation, la paperasse, je dirais une quarantaine de mille, ça couvre la documentation légale pour quelque chose de base. Puis ensuite, c'est couvert par les premiers raises. Ça rentre dans le budget du fonds. Puis à la fin, il y a une plus-value sur le projet. Puis tous les investisseurs embarquent là-dedans. Souvent, ça va être 4-5 ans. Les gens ne veulent pas s'embarquer pour 10 ans. Dans l'immobilier, souvent, ça va être un bridge que le fonds immobilier ou de second rang, après 4-5 ans, il se refinance après ça dans le conventionnel puis il rembourse les investisseurs. C'est vraiment, le marché dispensé tombe dans un monde intermédiaire où, en tout cas, dans nos firmes, on ne sera jamais les premiers. C'est la personne qui a son rêve, mais qui n'a pas les sous, qui n'a pas d'actifs, qui n'a pas rien. Même si c'est la meilleure idée du monde, on ne pourra pas embarquer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut présenter aux clients. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut embarquer des clients dedans. Donc, il fait ses preuves, il fait un peu de choses, puis ensuite, une fois qu'il a une certaine solidité, des garanties en arrière, bien là, souvent, le courtier va embarquer. Puis ça, c'est le deuxième pour l'amener, après ça, au exit, après ça, à rentrer dans une bancaire at large, les grosses banques dedans. Donc, des fois, le dernier qu'on a eu, c'était un 5 ans, puis finalement, après 3 ans, on était capable de se refinancer, puis tout le monde est sorti avant. Donc, ça peut arriver avant, au même titre que des fois, ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça que c'est important de notre rôle, de bien identifier au niveau du client, puis être certain que ça fait avec le client. Oui, ouais. Parce que personne ne va chialer si tu es payé plus tôt, mais s'il y a des complications, finalement, c'est plus long, il faut être certain que cet argent-là n'était pas critique dans tout le reste de son portefeuille. C'est pour ça que c'est une partie qui va aller dedans. Mais pour lever des fonds, comment commencer? C'est ta question de départ. Moi, je regarderais, si c'est pour de l'immobilier, regarde au niveau des prêteurs privés en premier. Mais après ça, si c'est quelque chose qui va durer plus longtemps, parce que les prêteurs privés, je pense que c'est plus du in and out. Tu ne gardes pas ça 5 ans, là, un prêt là-dedans. Genre, ouais, court terme, oui. Court terme, non. Là, après ça, on pourrait aller dans quelque chose qui est un peu plus long terme. Mais là, il faut que tu aies quand même un certain succès pour pouvoir faire ce jump-là. Parce qu'il y a je pense pas qu'il y ait de firmes respectables qui vont embarquer dans quelque chose qui n'a rien du tout. Ah, clairement. Mais ça reste quand même intéressant parce que si on résume ça, on pourrait monter
quelqu'un qui a quand même un bon log de projet, puis il est rendu à faire des plus gros projets, puis évidemment, mais, quand tu fais du 2, 3, 400 portes, on parle de plusieurs millions de dollars pour juste avoir la mise de fonds pour lever le projet, pour aller chercher un financement compensé. Mais il se vient à donner pas nécessairement toutes ses parts. Souvent, on va aller avoir une structure 50-50 investisseurs. Là, il se trouve à peut-être donner 15-20 %. Mais il garde quand même 80 % d'équité d'un projet qui va valoir des centaines de millions. Ça peut être quand même intéressant, là, dans le fond, pour les coûts que ça représente. On donne peut-être 20 aux investisseurs, mais on garde 30 de plus que si on avait été avec une gang de passifs qui aurait tout poté l'argent. À la fin, c'est de la grosse argent. Là, c'est même pas 20. Non, c'est ça. Puis aussi, c'est que les investisseurs sont pas mal moins dérangeants. C'est pas des requins. Alors, c'est sûr que je pense que l'expérience de l'entrepreneur va être beaucoup plus plaisante à travailler avec un courtier qu'à travailler avec un prêteur privé ou quelqu'un de plus agressif que lui. C'est ça l'échéance. Il veut ses sous et il veut rien d'autre. On a même fait certains deals. C'était hybride. Tu avais un genre de pourcentage de base. Le premier, c'était dans l'immobilier aussi, mais c'était des centres d'achat. Le premier 7 % allait aux investisseurs, peu importe ce qui arrivait. Donc, le fonds, les gars, s'ils ne faisaient pas 7 % il n'y avait pas de paye. Alors, le premier 7 % allait aux investisseurs, puis tout le surplus, c'était du partage ensemble. Entre 7 et 12, c'était 60-40, et 12 % et plus, c'était 50-50. Donc, l'investisseur pouvait se retrouver facilement à l'affaire en haut de 7 %, puis ça donne des targets que tout le monde veut atteindre. L'entrepreneur, il veut arriver là, l'investisseur, il va arriver là, il donne la latitude aussi à faire. Alors, ça aussi, c'est possible. C'est du cas par cas, puis d'où vient après ça l'expertise au niveau de la firme puis de l'équipe de due deal pour voir comment on va le monter. On a eu des projets où ils ont réduit le payout qu'est-ce qu'ils voulaient donner aux investisseurs, parce qu'ils ont dit non, si tu donnes ça, tu n'arriveras pas. Ton plan financier ne fonctionnera pas. Alors, ils ont changé le modèle, dit à la place, on donne moins, mais donne un kicker à la fin. Puis, ça aussi, le courtier devient partner un peu là-dedans aussi, là, où il veut le succès de la transaction. Donc, on souhaite avoir vraiment un track record de 100 % parce surtout une petite bannière, une petite firme, on ne peut pas juste dire il n'a pas marché, désolé. On en a d'autres. C'est vraiment pas du tout cette atmosphère-là qu'il y a peut-être dans les grosses firmes qui est différente. Là, il faut que chaque deal fonctionne. Alors, tout est pris puis toutes les mesures sont prises pour que l'investisseur, l'entrepreneur et le deal fonctionnent. Ah, tout à fait. C'est un travail de tous. On a parlé tantôt d'investisseurs qualifiés, investisseurs admissibles. J'ai goût d'aller vers les dispenses. Tu veux-tu me parler un petit peu de ça, les différentes dispenses pour les gens qui ne se qualifient pas dans ces modèles-là, mais qui il y a une exemption, en fait, d'aller solliciter ces gens-là. Exact. Donc, il y a des exceptions à tout. Ça aussi, le marché dispensier en fait partie. Tantôt, je parlais de l'investisseur accrédité ou admissible. Si on ne rentre pas dans cette catégorie-là, tu as un nom puis tu es vivant. Là, tu peux mettre 10 000 tant que ce n'est pas trop concentré versus le reste. Fait que tout le monde peut encourager au moins à entrer dedans tant que ce n'est pas comme leur seul 10 000 qu'ils ont dans la vie pourraient embarquer dedans. Mais après ça, on tombe dans des exemptions de plus gros niveau. Un investissement d'un coup de 150 000 aussi ne ferait pas partie de ces critères-là. Mais il faut que ça soit fait dans une compagnie et il faut que la compagnie n'a pas été créée juste pour faire cet investissement-là. C'est le but des exemptions, c'est pas de bypasser, c'est juste de simplifier certaines transactions qui font du sens à faire. Une qui revient tout le temps, c'est l'exemption Friends and Family, amis et famille. Puis souvent, les entrepreneurs, ils pensent que tout le monde, c'est leurs amis. T'sais. Alors là, lui, on va mettre, dit que c'est un ami, il y a la famille, tout ça. Puis il y a un concept qui est utilisé, le test de la salle de bain. En gros, c'est pour savoir si c'est vraiment quelqu'un que tu connais. C'est juste de me dire quand tu vas chez eux, où la salle de bain de cette personne-là. Si la personne, elle ne sait pas vraiment un ami. Là. Tu ne peux pas le passer dans cette deal-là. Parce que c'est le genre de questions qu'ils vont poser. Là. Si jamais il y a parce que les vérifications, le marché dispensé, contrairement peut-être à d'autres transactions, à tous les mois, à chaque transaction, il y a un rapport qui est envoyé à l'AMF de toutes les transactions qu'il y a eu. Donc, ils sont systématiquement toutes divulguées, toutes envoyées. Alors, les vérifications sont très fréquentes là-dedans. Alors,
si on a 99% de l'argent qui est c'est de l'exemption amis de la famille, c'est clair que ça va être un flag parce que ceux-là sont révisés automatiquement. Donc, c'est là pour accélérer quand c'est vraiment le cas, mais c'est pas pour essayer de passer au travers parce que c'est la réglementation là-dedans. Donc, en fait, je voulais t'en parler du test de la salle de bain parce que c'est quelque chose que tu m'avais dit auparavant puis ça m'avait marqué parce que souvent on dit ça, ouais, mais tu sais, dans le fond, les amis... Les amis Facebook, là, c'est pas des amis. C'est exactement ça. Pas pour l'investissement. C'est non, ça. Tout à fait. Après, un lien plus proche, vraiment, pour se qualifier de ce côté-là. Mais quand c'est vrai, comme je disais, ça peut être très, très bon. Là, parce qu'à ce moment, eux autres, ils n'ont pas de limite. Donc, les parents proches ou les vrais amis proches qui veulent l'encourager vont pouvoir le faire vraiment. Là. Fait que, c'est vraiment là pour la bonne chose, mais c'est pas pour permettre de solliciter tes amis Facebook, là, mettons. Ah, tout à fait. Puis tu m'amènes à ma prochaine question avant de passer au côté personnel. On parle de sollicitation souvent sur Facebook. J'ai goût que tu me donnes les grandes lignes de qu'est-ce qui est légal puis qu'est-ce qui est illégal de faire pour des gens qui sont actifs en immobilier, entre autres, ou différentes business. Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire puis de pas écrire en tant que sollicitation sur Facebook, entre autres, ou publiquement, de façon publique, sur les autres plateformes ou... Les divulgations obligatoires sont vraiment énormes. Les fine print là, sont énormes. Ça ne rentre pas sur une annonce. Donc, ça va être très rare qu'une annonce qui affiche des rendements va être légale. Parce que ça ne rentre pas à tout ce qui doit accompagner le rendement puis les contextes, les conditions. Les sollicitations vont juste présenter le projet en ordre général. Tu as le goût d'investir dans l'immobilier avec ton REER. Tu as le goût de ci ou tu as le goût de diversifier. Des choses plus vastes. Parce qu'il y a comme une notion un petit peu difficile à gérer où tu ne peux pas solliciter quelqu'un qui ne se qualifie pas. Mais dans le fond, tu ne sais pas si la personne le lit, si elle se qualifie ou non. Alors, c'est vraiment, tu peux piquer l'intérêt des gens sans les solliciter. Et puis, c'est drôle, hier soir, je voyais une annonce de pharmaceutique et c'est exactement la même chose. Tu vois une scène, il y a des gens, il se passe quelque chose, il y a un nom. Il se passe quelque chose. Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé, mais tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça fait. Ouais. Alors, c'est possible. Et c'est un petit peu la même chose dans notre domaine. Alors, pas de promesse de résultats, pas de choses parce que je peux te marquer, 10% par année, telle affaire, mais finalement, tu ne te qualifies pas, tu ne peux pas investir dedans, ça passerait mal. Exemple, c'est touchy. Je fais un post, je recherche un investisseur passif 500 000 pour un projet multilogement neuf à telle place. Est-ce que c'est légal ou c'est pas légal de faire ce genre d'annonce-là? Ça serait peut-être plus un avocat qui pourrait rentrer dedans. J'ai mes doutes là-dessus parce que la personne qui va investir, si c'est un professionnel d'investissement puis il fait juste ça dans la vie, rentrer à porter dans les choses, ça va être correct. T'sais. Mais si la personne qui répond à l'appel, une personne à la retraite qui veut mettre son fonds de pension là-dedans, mais c'est vraiment pas à prier, puis là, la personne se retrouverait à faire une transaction qu'elle n'a pas le droit de faire. Donc, j'aurais tendance à dire que comme ça, at large, vu que c'est pas ciblé puis que c'est que non, que ça serait pas correct. Mais c'est tellement grand, je sais pas comment est-ce qu'il sévirait contre ça. Je pense l'avenir, je pense, va être de conscientiser plus l'industrie à encadrer les gens puis à les accompagner là-dedans pour que la personne, en se partant en affaires, elle sache déjà un peu les rudiments de comment aller le chercher. Là. Mm-hmm. Et pas avoir le réflexe de juste demander comme ça at large, parce que c'est sûr, c'est facile là, poster sur toutes les plateformes. Mais c'est un peu pour ça que je te pose la question, parce qu'on en voit régulièrement, puis tu sais, la réponse, il y a différentes réponses à ça, puis la réponse première, c'est ça dépend. Ouais. Mais tu peux pas prendre pour acquis que la personne est qualifiée. Fait que tu sais, ça marche pas déjà à la base. Puis des fois, moi, je reviens toujours on parle de partenariat des fois dans certaines choses. Ben, tu mets de partenariat avec quelqu'un que tu trouves sur Facebook. Là, moi, j'ai un malaise avec ça, puis je le dis tout le temps. Fait que c'est aussi ça, là, c'est de voir aussi c'est quoi le mindset derrière la transaction. Faire attention à ça. Puis là, en fait, ce qu'on peut conclure avec ça, c'est de faire affaire avec des professionnels, avocats, que ce soit des fiscalistes, que ce soit des gens en marché dispensé comme toi, puis de s'assurer de faire les bonnes choses parce que une fois qu'il est trop tard, quand l'AMF cogne à ta porte, c'est peut-être moins le fun un peu. Là. Exact. Le fameux crowdsourcing là, qu'on a vu, c'est bon pour des petites affaires, puis c'est correct. Mais dès que tu tombes dans
grand public, c'est là que les autorités s'en mêlent, c'est là qu'il faut faire attention. Je pense d'intégrer juste 2-3 notions de base dans les formations d'entrepreneurship, de dire, hey, regardez justement, aller chercher des fonds, aller voir courtier, avocat, puis de pointer, je pense que ça éviterait certaines de ces peut-être mauvaises sollicitations-là, mauvaises expériences là-dedans. Mais il en reste beaucoup. C'est comme tout, là, c'est un domaine où il en reste beaucoup à faire. Puis, quand les gens sont tous bien intentionnés, ça s'ajuste. Après ça, en cours de route, tu fais des corrections, tu mets à jour. Mais présentement, c'est que ça laisse de la place aussi à du monde qui n'ont pas toutes les meilleures intentions, là, malheureusement, je pense. Oui, puis en fait, je suis vraiment content que tu sois là parce que c'est exactement ça. Puis les gens, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast-là, ils vont dire hey, je savais même pas que ça existait, ce job-là dans la vie. T'sais. Fait que les gens vont être un peu plus conscientisés, vont faire un petit peu plus attention quand ils sollicitent pour des projets. Puis peut-être qu'ils vont dire hey, ça, c'est peut-être pas la bonne manière de le faire. Fait qu'au moins, si on peut amener ça aux gens qui nous écoutent, ben ça va être déjà ça dans le marché, dans l'entrepreneuriat, dans le marché de l'immobilier. Les entrepreneurs, mais aussi les consommateurs qui investissent, ils vont peut-être être un petit peu plus... ils vont peut-être faire attention davantage dans quoi ils investissent. Ah, tout à fait, la protection du public. Oui, le fameux c'est trop beau pour être vrai, là, ça s'applique là aussi. Là. De regarder c'est qui est en arrière de ça, c'est quoi, qui a préparé les choses. C'est une belle page web, n'importe qui peut avoir ça pour pas cher. C'est de voir qu'est-ce qui est en arrière, c'est qui les gens, c'est qui les équipes, ça tu vérifies, c'est vérifiable. Porter l'œil critique, j'en parlais tantôt de ça aussi, d'être capable de poser des questions, puis les professionnels sont là pour y répondre aussi. Ah, tout à fait. Puis pour rajouter à ça, puis pour conclure, en fait, parce qu'on va continuer sur les autres sujets, mais je le dis souvent, là, on fait les enquêtes pour des locataires à 50 $ pour un locataire qui te donne de l'argent. Puis les gens ne font même pas d'enquête sur les gens avec qui ils investissent des centaines de mille, voire des millions. Fait que juste ça, là, pensez-y, là. C'est d'un non-sens sans nom, là. Fait que, tu sais, juste ça, des fois, là, une petite enquête. Ah ouais, t'as un dossier criminel, toi? Ah, OK, mais là, c'est bon parce que quand on va aller au financement, mettons, sur le refinancement, ça serait bon que je le sache parce que la banque, elle va le savoir. Fait que, c'est ce genre de petits trucs où c'est quoi ton dossier de crédit, c'est quoi tes antécédents, c'est quoi si, tu sais, t'avais pas payé tes cartes de crédit puis tu penses que tu vas me payer. Attends, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être un conseil, là, puis ça a l'air vraiment anodin, c'est stupide, mais on fait des enquêtes pour des gens qui nous donnent de l'argent. On fait pas d'enquête avec les gens qui ont investi. Moi, je trouve que pour conclure, c'est important de faire bien les choses puis de s'informer avec qui on travaille puis si on n'est pas sûr, de consulter des professionnels comme toi, comme des avocats, comme différents autres professionnels qui peuvent aider les gens. Mais même dans la même veine, je pense que c'est Christiane, c'est toi qui m'avais déjà dit ça avec l'IQPF. Il y a une statistique, les gens passent plus de temps à magasiner leur voyage qu'à planifier leur retraite ou choisir des fonds de placement. Oui, je pense que c'était il y en a une tonne. C'était dans un article de la revue de la Chambre de sécurité financière. Il y avait des études qui avaient été faites. Effectivement, les gens passent plus de temps à organiser un voyage d'une semaine que de planifier leurs finances pour toute l'année. C'est quand même incroyable. Ouais. Mais c'est vrai? Ah, je sais, mais c'est quand même... on parle souvent d'éducation financière, ça va revenir dans ce podcast-là. Christiane t'en a parlé dans ton épisode aussi. Écoute, c'est incroyable. Sur un autre sujet, Alex, gestion de stress, tu m'avais mis ça, puis j'ai goût de mettre ça en relation avec le sport. Tu m'avais parlé un peu de l'équilibre, d'être en santé. Tu en as parlé un petit peu tantôt avec l'Ironman. J'ai goût que tu élabores là-dessus comme dernier sujet avant de clore cette merveilleuse épisode. Oui. Écoute, ça aussi, je suis quelqu'un à la base de très actif. Je reste pas sur place. Là. Je suis peut-être un fameux non diagnostiqué, là, comme ma tendre moitié aime me dire. On est tous TDAH. Un peu, hein, je pense. Et ça fait peut-être partie du profil entrepreneur. Ça revient, honnêtement, je vais juste te couper 30 secondes. Ça revient à chaque épisode. C'est incroyable. À chaque fois, il y a un entrepreneur qui me dit « Ah, mais là, dans le fond, je dois être TDAH. » Je pense que ça vient en effet avec le profil. On avait Jean-Charles Goyette dans les épisodes passés qui lui, les diagnostiqué. Puis il dit, dans le fond, il dit « Moi, je suis juste une machine à aider, puis j'arrête jamais. » Puis je pense qu'on a un peu ce profil-là, les entrepreneurs, des gens créatifs. Fait que je trouve ça drôle que mais je te laisse continuer. Ouais. Donc, on est un peu agité. Je pense qu'il faut se trouver des façons de se grounder parce qu'on peut facilement perdre la notion du temps. Les jours, les semaines, les heures, ça rentre dedans. Puis, c'est un stress qui est invisible, je pense, qui s'ajoute. Et moi, je l'ai vécu du côté de l'entraînement où j'étais dedans, j'ai arrêté le travail, puis
tu gardes tout le temps ton énergie à un certain high, mais à un moment donné, ça te rattrape. À un moment donné, ça te rattrape, faut prendre une pause. Et d'où vient, après ça, l'importance de se mettre ses propres limites pour relaxer, trouver... je commençais à faire de la lecture, trouver des hobbies autres juste pour relaxer le stress, parce en fait, je le voyais pas. Tu étais dedans, tout à coup, c'est comme moins productif, plus d'erreurs, plus sénère, puis tu sais pas pourquoi. La journée se passe super bien, mais plus ça vive, plus... Et c'était juste une question de c'est trop. À un moment donné, c'est trop. On a toutes des limites, même si des fois, on s'en aperçoit pas. Puis ça aussi, c'est un petit peu d'essai-erreur. Puis après ça, tu l'attrapes avant. Puis travailler dans des balises, ça ramène après ça à déléguer à autre chose. On a bien beau être les plus beaux, les plus fins, mais on n'a pas plus que 24 heures par jour pareil. Avec la gestion du temps, et là-dessus, il y a des milliers de livres là-dessus. C'est un mal nécessaire en quelque part. Puis quand on commence à le faire, après ça, c'est plus aussi difficile. On y prend goût, on se rajoute, prend une marche. Maintenant, c'est une nouvelle affaire. On prend une marche le midi parce qu'on ne fait plus rien. Là. COVID style. Exact. Donc, c'est toutes des petites choses, je pense, qui amènent à ramener parce que je pense que le stress amène à être alerte, amène une performance, à être productif, mais soutenu pendant trop longtemps, je pense que ça devient... insoutenable. Ça devient négatif. Oui, ça devient un problème. Puis c'est pas facile de savoir quand est-ce que ça arrête. Parce que c'est les journées continuent. Donc, c'est ça. Écoute, j'ai pas comme de réponse très courte là, pour mais c'est une des affaires sur lesquelles je travaille aussi tout le temps. Là, puis les stress, je pense pas qu'on peut l'enlever. Il faut pas l'enlever, mais on peut en éliminer certains. Aujourd'hui, avec la technologie ou plein de choses, on peut mettre des affaires sur autopilote, puis savoir, OK, ça c'est géré, j'ai pas besoin vraiment d'y penser. La température s'arrange tout seul, ou je sais pas trop. Là, tout se fait quasiment tout seul à la maison, des affaires. Donc, je pense qu'on peut, encore une fois, déléguer, mais d'une autre façon, puis on se concentre après ça sur certaines affaires. Il y a de l'aide, les gens qui sont occupés, maintenant, il y a des repas à domicile. Donc, sous-traiter certaines choses, revenir à l'essentiel et se trouver du temps personnel. Je pense qu'on est des entrepreneurs, des pères, mères de famille, et on est aussi des personnes individuelles. Et puis ça, je pense qu'on y pense pas tout le temps. Alors, c'est de se retrouver des petits moments et de prendre une pause. Je pense que les entrepreneurs, on a le syndrome de la performance. Puis une chose que moi et Jean-Philippe on dit souvent, c'est que dans les moments où on sent qu'on a besoin de reprendre notre souffle puis prendre ce relax un peu, c'est qu'on se dit, on peut pas toujours être des Formule 1, tu sais. Ouais. C'est notre... Puis on sait pas, mais... c'est le genre de choses que tu sais pas quand t'es dedans. Non, c'est ça, parce que t'es sur l'adrénaline, t'es dans le moment, t'es sur une lancée, tout ça. Mais effectivement, ces balances-là, cet équilibre-là, puis des fois, c'est correct aussi de... Puis ça, c'est un concept à apprivoiser, là, mais de s'autoriser à rien faire. Juste s'asseoir dehors, là, puis profiter du soleil, puis écouter les oiseaux, puis juste rien faire. C'est ça que tu fais. Tu fais rien. Puis on se le permet pas, ça. Ça prend de la pratique, ça aussi. Là. Écoute, tu me demanderais c'est quand t'as fait ça la dernière fois, puis je pourrais pas te répondre. Mais je pense que... Vas-y. Je pense que c'est un problème de tout le monde, tu sais. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes dans le passé, puis je pense que ça va revenir à tout le temps. C'est on devient entrepreneur pour deux choses. Avoir la liberté financière puis de temps. Puis quand on se ramène puis on est les deux pieds dedans, on se rend compte qu'on est à certaines... Évidemment, il y a certaines passes. Là, tu sais, mettons, moi, je vais parler pour moi. Je suis dans une passe actuellement où c'est de la petite bullshit, ça, je veux dire, tu sais, j'ai moins de temps. La liberté financière est en route, ça s'en vient. Mais tu sais, je me rends compte que dans le fond, je suis dans le même rat race que quand je travaillais. Puis sinon plus, parce que là, j'ai 100 millions d'affaires. J'ai oublié ci, j'ai ça. Le soir, à 5 heures, je cloque pas. Là, tu sais, les hamsters continuent à tourner. Fait que, tu sais, je pense que c'est de garder ça en perspective aussi, de garder du temps pour soi. Puis on a l'avantage, quand on est des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, de pouvoir choisir notre horaire. Puis des fois, on dirait qu'on n'en profite pas tant. On fait comme, je vais travailler 7 jours semaine à la place. Mais tu sais, c'est malade, tu sais. J'aime ce que tu dis. Puis pour ajouter à la liberté, puis
la flexibilité au niveau du temps, je pense qu'une des raisons pourquoi des fois on a de la difficulté à se mettre ces limites-là, c'est parce que quand tu es entrepreneur, tu es aussi passionné puis tu aimes ce que tu fais, tu en manges. Donc, à la limite, tu sais, quand on s'amuse à faire ce qu'on fait puis qu'on y prend plaisir, on calcule pas notre temps de la même façon, tu sais. Puis on le sent pas passer aussi... on voit pas le temps filer. Ah, certainement. On est notre pire propre boss. Exact. Dans le fond, là-dedans. Pour les gens qui nous écoutent, ça a l'air vraiment de la merde d'être entrepreneur, mais c'est le fun aussi. Là. Non, Oui. mais tu sais, c'est le fun d'avoir cette discussion-là parce qu'on est tous là-dedans. Puis, tu sais, à un moment donné, on parle beaucoup d'équilibre. On va avoir Fares dans les prochains épisodes qui va parler de la roue de la vie. Tu sais, dans le fond, d'avoir un équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Mais tu sais, quand des fois, tu en priorises une, il y en a un autre qui souffre. Tu sais, fait que c'est jamais une roue parfaite. Tu sais, ça fait que c'est d'essayer de faire l'équilibre, mais s'il y a des moments où ça va être plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas. Fait que ta roue est jamais parfaite, mais je pense que c'est d'essayer de garder du temps pour soi, de profiter de conjointe, enfants, famille, avoir du temps pour soi aussi, que ce soit du yoga, whatever. Fait que, de garder l'équilibre dans tout ça. C'est un style de vie. En fond, c'est plus un travail 9 à 5, c'est que c'est tout le temps, mais avec des perks. Tu peux aller t'entraîner à 2 heures un après-midi à un moment donné. Ouais, exactement. Tu es sur appel peut-être à un autre temps. Tout à fait. On a des avantages, puis des fois, j'ai l'impression qu'on les oublie un peu quand on est tellement ancré dans ce modèle-là, parce que moi, j'ai toujours dit, il y a un peu 2 modèles dans la vie. Tu as un modèle d'employé, puis tu as un modèle d'entrepreneur. Il n'y a pas vraiment de milieu. Toi, tu es drillé pour faire ça, puis c'est correct. Là, on peut pas juger ça. Il y a des gens qui aiment ça, qui avoir la routine, la structure, l'équilibre parfait de toujours savoir quand je rentre, quand je sors, c'est quoi mon salaire. Parce qu'il y a des risques aussi associés à l'entrepreneuriat là, qui sont énormes, les problèmes, les ci, on peut en parler longtemps, mais je pense que tu as 2 profils. C'est que, quand tu es dans ce profil-là, mais c'est de dire, écoute, moi, j'ai la flexibilité de le faire, puis des fois, on pense pas à y faire. Ouais. C'est un peu fou. Et en terminant, Alex, tu voulais me parler de la citation de ton film. Oui, en fait, je pense que ça peut s'appliquer à plein de choses. Puis je l'ai sorti. C'était un film qui avait The Rock qui jouait dedans. Puis je l'ai cherché longtemps. Je l'ai retrouvé. C'était dans Central Intelligence. Puis The Rock, l'acteur, il est assez imposant. Puis il a une super belle carrière au niveau de sa santé. Puis c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Et dans le film, au début, c'est un petit nerd off-shape, un peu bourrelet. Puis il y a un autre gars, 20 ans plus tard. Puis il dit, oh my God, t'as changé. Qu'est-ce que t'as fait? Il dit juste une chose. Il dit, mais c'est quoi? Dis-moi-les. Je me suis entraîné 6 heures par jour, tous les jours, pour les derniers 20 ans. T'sais. Alors, pour lui, c'était facile. Il a juste fait ça, puis c'est fait. Il ne s'est pas posé de questions. Il l'a fait. Donc, beaucoup de succès, je pense, les gens l'ont juste fait. Tu le fais, puis tu arrives, tu t'en aperçois pas 20 ans plus tard, puis tu as une expertise dans quelque chose, tu as accumulé, tu as bâti, tu as fait quelque chose. Mais c'est énormément de travail. C'est juste quand on ramène ça à la base, c'est juste de le faire tous les jours, tout le temps. Puis, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est extrêmement difficile. Ça prend de la persévérance, de la ténacité. Puis, ça, je pense que c'est applicable dans tout. C'est pas juste en affaires. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que j'étais curieux, là, même aussi quand il disait, c'est parti à un moment donné, moi aussi, je commençais à m'entraîner. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Puis, bon, ici, je suis entraîné tous les jours, tout le temps, pendant 20 ans. Là. En fait, ces petits trains va loin. On parlait de marathon tantôt, tout ça, c'est exactement ça. Il y a pas de... Ça existe des succès rapides, mais habituellement, j'en parlais dans l'épisode que j'ai tourné dernièrement. Puis, je disais, j'appelle ça des étoiles filantes. À un moment donné, c'est des gens qui arrivent vite, qui repartent vite. C'est comme une étoile filante. Oh, ça brille, c'est fini. Je pense qu'il y en a là, que ça fonctionne, mais habituellement, il y a toujours quelque chose qui est derrière ça. Puis je pense que c'est de faire attention à ça. Puis, en fait, il n'y a pas de magie. C'est du travail à chaque jour, tout le temps. C'est de régler des problèmes à chaque jour. C'est d'avoir des solutions. C'est de résoudre. C'est de toujours être en mode solution. Puis je pense que c'est une série de décisions qui t'amènent à du succès. Le succès, c'est pas genre une ligne droite. Là, des fois, tu vas en prendre des mauvaises, des fois, tu vas en prendre des bonnes. Puis ça va t'amener à une série de conséquences qui va t'amener à du positif ou du négatif. Mais après ça, tu te retournes de bord puis tu recontinues. Même au niveau des entreprises, tu regardes les biographies, là, que ce soit Apple ou dans Facebook, en haut, c'est pas rose, là, c'est pas facile. Même si c'est un déclic, un one-shot, c'est des défis par-dessus des défis, des labeurs. Puis je suis pas mal certain que souvent, dans leur parcours, tu te dis, ça serait le fun d'une job, 9 à 5, juste rentrer chez nous puis l'avoir. Donc, je pense que ça fait partie du lifestyle de l'entrepreneur. Puis c'est particulier. C'est définitivement pas pour tout le monde.
Mais quand on est heureux dedans, c'est ça. Ça fait partie du quotidien, puis on se pose pas de questions, mais on le fait. Ah, tout à fait. Le mot de la fin, Christiane? En terminant, Je me demande qu'est-ce que ça serait de vivre avec moi. On va peut-être l'avoir sur un autre épisode, on ne sait pas. En terminant, qu'est-ce qu'on souhaite à Alexandre Galasso? Santé, pouvoir faire ce que je fais pendant encore longtemps, puis de pouvoir voyager prochainement. Ben, on le te goût de souhaite sortir. voyager, oui. On te souhaite tout le succès dans ta business puis dans ta vie. Ben, merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Merci Alex. Merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine dans le podcast Le 13e étage. On va parler des vraies affaires.